tous. On va essayer de vous mettre en place quelques expériences relatives à la cristallographie, donc en relation avec l'année de la cristallographie et les panneaux qui sont là. Et l'idée, c'est d'une part de vous montrer un petit peu le matériel ancien qu'on trouve encore dans les laboratoires de l'université. Donc vous voyez, on a sorti quelques appareils. Et puis de les valoriser, de les utiliser. Ça veut dire que ce ne sont pas des expériences bien fixées. Vous voyez, les appareils sont un petit peu hétéroclites parce qu'il leur manque toujours un petit morceau et on fait ce qu'on peut avec. Mais ça permet de montrer des phénomènes de façon simple et puis de voir un petit peu comment les gens se sont débrouillés pour travailler au cours des siècles. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce que on fabrique les cristaux, soit à l'état naturel, soit en laboratoire. Alors il y a des spécialistes de laboratoire ici, là, donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, mais de façon générale, les cristaux se fabriquent soit à partir d'un corps fondu, soit à partir d'un corps en solution, et de manière générale, par refroidissement. Donc moi je vais utiliser 3 produits qu'on peut à peu près manipuler sans risque et sans problème, et qui sont des produits que vous connaissez tous, plus ou moins. De la vanilline. Donc la vanilline, c'est une poudre blanche qui sort de l'usine de Saint-Fond, là-bas, où on en fabrique à peu près la moitié ou le tiers de la production mondiale, et qui a le bon goût de fondre à 80 degrés à peu près. Donc je vais tout simplement la faire fondre sur une bougie. C'est suffisant. Le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est une poudre bleue. C'est exactement le même produit que celui que vous avez dans le gros bac là-bas, où les gens ont mis au départ, il y a maintenant 1 semaine et demie, un tout petit cristal qui grossit tout doucement, de façon très belle. Il a une très jolie forme. Moi, je vais faire ça très rapidement. Donc, les cristaux, ils vont être ce qu'ils vont être, puisque quand on refroidit rapidement, c'est beaucoup moins joli. Mais le sulfate de cuivre a comme propriété qu'à 100 degrés, on peut en dissoudre à peu près 2 kg dans 1 litre d'eau, alors qu'à 20 degrés, 200 grammes à peu près, simplement. Donc dès qu'on refroidit, ça cristallise très très vite. Donc c'est ce que je vais faire là, avec ma sauce qui est en train de bouillir un peu fort. Troisième produit, c'est l'acide benzoïque. Alors l'acide benzoïque, c'est pareil, vous le connaissez plus ou moins, parce que c'est ce qui donne l'odeur d'amande amère. Et on le trouve à l'état naturel dans tous les fruits, les noyaux, les choses comme ça, partout ça a cette odeur d'amande amère. Et l'acide benzoïque est soluble dans l'alcool. Donc j'en ai là-dedans, vous voyez, c'est liquide transparent, une solution d'acide benzoïque dans l'alcool, que je vais laisser évaporer un petit peu. Donc ça met quoi, une dizaine de minutes à s'évaporer, et après on voit apparaître normalement les cristaux. Donc je vais mettre ça en route. D'abord, on va mettre le sulfate de cuivre. Là, il boit un peu fort. Donc j'en mets un petit peu. La vanilline. Donc, ça va sentir la vanille après dans toute la bibliothèque. Ça sent déjà d'un jour sur l'autre, ça reste. La vanilline que je vais faire fondre tout doucement. Vous voyez, c'est une poudre blanche, il ne faut pas que j'en mette trop parce que ça... si tu veux, oui. J'en mets qu'un parce que après, il faut le surveiller pour pas qu'elle brûle quand même, qu'elle fonde, pas qu'elle brûle. Voilà. Et puis l'acide benzoïque. J'ai trouvé ça ce matin. Voilà, et on va laisser l'alcool s'évaporer. Ici, vous allez pouvoir le faire circuler. J'ai trouvé dans un fond de placard de la fac, là, un Erlen dans lequel il a dû y avoir de l'eau salée qui est restée tranquillement à s'évaporer toute seule et qui a fait des superbes beaux cristaux. Donc ça, c'est tout simplement du chlorure de sodium. Sulfate de cuivre commence à cristalliser. J'ai des loupes là si vous voulez regarder les cristaux à la loupe.
Bah, peut-être Non, pour non, c'est pas là. C'est pas chez toi encore. Ça, c'est la vanille. On va les laisser là, on va les laisser évoluer doucement en attendant de faire autre chose. Et on va passer aux méthodes d'étude des cristaux. Alors évidemment, les cristaux, les gens les connaissent depuis longtemps, mais l'étude des cristaux a évolué avec la physique, bien évidemment, et il y a eu toujours interaction entre les deux. Au début, la BAUI, là, qui a fait les débuts de la cristallographie, il avait constaté qu'effectivement, les cristaux avaient toujours la même forme quand il est cassé. Et après, M. Jean-Baptiste Romédeli, lui, il a étudié les angles des faces dièdres des cristaux. Ils peuvent être plus ou moins bien faits, hein, les faces peuvent être plus ou moins régulières, là il y en a une grande, là il y en a une petite, elles sont un peu abîmées, mais ce que M. Romédeli va étudier, c'est les angles entre deux faces, pour aboutir à la loi qui est écrite, qui est la loi de constance des angles. Et comment est-ce qu'il a fait ça? De quoi est-ce qu'il disposait à l'époque? Il disposait d'un petit appareil inventé par Arnould Carango, qui je crois était son assistant, qui paraît maintenant tout bêtement être un rapporteur. Mais bon, ça a été quelque chose qui a permis de mesurer les angles. Alors moi, pour vous montrer comment ça marche, j'en ai fait un bien moins joli là. Et vous voyez, c'est tout simplement, on peut, puisqu'on est à 3 dimensions, hein, il faut bien quelque chose qui puisse passer dans l'espace. On met les deux faces du cristal de ce côté-là, ou de ce côté-là d'ailleurs, peut-être plutôt de ce côté-là. Et on a là directement la mesure de l'angle sur le rapporteur. Ensuite, les gens sont passés à l'utilisation de la lumière. L'utilisation de la lumière, c'est une expérience toute simple comme ça. Ça sort d'un livre de physique début du 20e. Hein, et vous voyez, le dispositif, il n'est pas très compliqué. Une bougie, une lentille, le cristal est ici, une autre lentille, et on regarde à l'œil. Et ça va permettre de mesurer l'angle dièdre des faces du cristal. C'est le principe du goniomètre de Babinet. Le goniomètre de Babinet dont vous avez la photo ici, c'est celui qui est dans la vitrine, là-bas, la vitrine qui est à gauche. Vous avez ce goniomètre-là. Monsieur Babinet n'a pas l'air très sympathique, mais bon, il a inventé ce goniomètre. Et moi, je vous montre juste le principe. C'est vraiment tout simple, c'est l'utilisation de l'optique géométrique la plus simple, à savoir la réflexion de la lumière. Un faisceau lumineux qui tombe sur une face, qui se réfléchit ici, par la loi de Descartes. Vous faites tourner votre cristal, vous faites réfléchir sur une deuxième face en faisant tomber l'image au même endroit, et avec un petit peu de géométrie, vous savez, connaissant l'angle dont vous avez tourné le cristal, vous pouvez en déduire l'angle entre les deux faces. Alors évidemment, il y a plusieurs types de goniomètres. Soit on garde fixe l'image, on fait tourner le cristal, soit au contraire, on garde le cristal fixe, on fait tourner les lunettes, ce qui est plutôt le cas sur celui-là. Alors tout ça, ça paraît tout simple, en fait c'est loin d'être aussi simple, parce que quand vous avez un cristal comme ça, il faut le poser de façon à ce que les arêtes soient bien perpendiculaires au dispositif. Et évidemment, l'amélioration de tous ces dispositifs, ça va consister à mettre des tas de vis micrométriques dans tous les sens pour pouvoir orienter proprement les cristaux. D'où le modèle de goniomètre qui est en bas, là-bas, en dessous, qui est bien plus compliqué que le simple goniomètre de Babinet. Les gens arrivaient à faire des mesures superbes avec ça. Deuxième utilisation de la lumière, c'est lié à la découverte par M. Erasme Bartholin, un Suédois, de la biréfringence. Alors en Suède, il y a une mine où on trouve des cristaux de spat d'Islande. Et ce cristal a comme propriété, si vous le posez sur une image, de dédoubler l'image. Et ça va permettre aux cristallographes de distinguer deux catégories de matériaux, en fait, ceux qui sont isotropes, avec un seul rayon lumineux, et ceux qui sont anisotropes, où on va avoir deux rayons lumineux à la sortie, quand on envoie un rayon lumineux sur une face. Alors ça, on peut le montrer avec ce dispositif. Vous voyez, le cristal qui est là, c'est un petit cristal de spat. Celui-là, ça fait partie des collections historiques de l'université, donc il a sa petite monture en laiton. Et vous voyez que quand la lumière passe à travers, alors c'est pas très très visible, hein, on est à peu près bien calé, on a effectivement deux taches sur l'écran. Si on fait tourner
le SPAT, vous voyez qu'il y a une tâche qui reste fixe et une tâche qui tourne autour. La tâche qui reste fixe, c'est ce qu'on appelle le rayon ordinaire, et celle qui tourne, c'est le rayon dit extraordinaire. Donc ça c'est une découverte, c'est les cristallographes qui ont observé ça. Mais du coup, entre-temps, plutôt, il y a eu du côté de la physique, des avancées. Monsieur Malus qui a découvert un phénomène qui est la polarisation de la lumière. Alors là, c'est pareil, je vais essayer de vous montrer ça. Et pour montrer ça, le dispositif est tout simple, c'est ça. Cet objet-là qui s'appelle un porte-lumière et qui est une glace en verre, il faut que ça soit du verre, pas un miroir, c'est celui-là, sur lequel on envoie la lumière. Donc normalement, je dois pouvoir faire tomber dessus et je devrais pouvoir le récupérer là-haut. Vous voyez? Donc, et on va constater que cette lumière est polarisée, c'est-à-dire c'est plus de la lumière naturelle. Si j'arrive à vous le montrer, alors ça c'est un polariseur pour le moment, que vous connaissez tous, hein, appareil photo. Je vous montrerai comment étaient faits les polariseurs avant. Ce n'est pas très facile, il est là. Normalement, en faisant tourner mon polariseur, si je suis bien dans le faisceau, ça s'éteint. Voilà, je l'ai éteint complètement là, et je le rallume. C'est pas très. Alors évidemment, ça permet de montrer la polarisation de la lumière simplement par réflexion sur un miroir. Son collègue Brewster, lui, a sorti une loi, et alors je ne suis peut-être pas exactement au bon angle, qui donne l'angle d'incidence pour lequel la polarisation est la meilleure. C'est-à-dire que là, pour que ça soit parfait, il faudrait que je sois sous ce fameux angle de Brewster qui est de 57 degrés, je crois, avec de la lumière ordinaire et du vert. Et ensuite, on va inventer des appareils alors, avec un dispositif comme celui-là, c'est celui qui est par terre, là, qu'on a laissé par terre parce que c'est encore là qu'on voit le mieux ce qui se passe. Vous voyez, il y a... Je redescends. On a une lampe qui tombe sur un premier miroir. La lumière passe dans le tube, tombe sur un deuxième miroir. Et on peut orienter soit la lampe par rapport au premier miroir, soit ici ce qu'on regarde par rapport au deuxième miroir, et on peut faire tourner comme ça. Et on va constater que quand les deux miroirs sont parallèles, on a la luminosité maximale, et quand on met les deux miroirs croisés, avec ce fameux angle de Brewster, on a extinction. Donc là, je suis en position parallèle. Et vous avez constaté qu'il y a extinction. Simplement parce que les deux miroirs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et si je joue sur l'angle, vous devez constater que c'est plus lumineux. Alors ça, c'est un dispositif qui servait en travaux pratiques il y a, je ne sais pas, 40 ans peut-être. Ça sort pareil des collections de l'université. La lumière naturelle, en fait, c'est un champ vectoriel qui se propage perpendiculairement, enfin qui se développe perpendiculairement à la direction de propagation, dans toutes les directions de l'espace. C'est ce qu'on a symbolisé par les petits vecteurs. Quand vous réfléchissez sur un miroir, en fait, il y a sélection d'une seule de ces directions sur le miroir réfléchi. Si vous retombez sur un miroir qui sélectionne la même direction, il n'y a pas de problème, vous trouvez de la lumière. Si vous retombez sur un miroir qui sélectionne a priori la direction perpendiculaire, du coup, il n'y a plus rien. Et ça, simplement par réflexion sur des miroirs. Alors on peut montrer aussi qu'on a des polarisations par transmission, mais le phénomène est relativement simple et vous l'avez tous constaté des fois par réflexion de la lumière sur une surface d'eau, des choses comme ça. Donc ça, c'est du côté de la physique. Mais du coup, les cristallographes, évidemment, vont aller regarder de plus près leurs rayons ordinaires et extraordinaires. Les deux rayons, ordinaires et extraordinaires, sont tous les deux polarisés et ne sont pas polarisés de la même façon. Alors là, c'est pareil, il faut essayer de bien viser, sans mettre les mains dedans. Je suis dessus. Là, j'en éteins un, c'est le ordinaire, je crois. Et là, j'éteins l'autre, l'extraordinaire.
ce qui montre qu'ils sont pas tous les deux, ils sont tous les deux polarisés et pas polarisés de la même façon. Ayant vu ça, Monsieur Nicole, là, un Écossais, dont j'ai pas réussi à trouver le portrait, a imaginé, en taillant correctement ses spattes, de supprimer le rayon ordinaire en le faisant tomber correctement sur la face, là, puisque celui-là suit les lois de Descartes, ne récupérer que le rayon extraordinaire, c'est-à-dire obtenir à la sortie de la lumière polarisée. Avec ici, donc, ces deux spattes collées avec du baume du Pérou. On trouve ça dans tous les livres, le baume du Pérou étant une résine qui a le bon goût d'avoir le même indice optique que le verre, que le spat. Voilà, un polariseur utilisé au XIXe siècle, avant qu'on ait inventé ces objets-là. Alors moi je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas de support pour les faire tenir. Évidemment, à la sortie, si vous les recombinez, vous pouvez avoir des interférences lumineuses, puisque le phénomène va dépendre de la longueur d'onde. Et alors les cristallographes ont utilisé ça pour mettre en évidence les cristaux dans les minéraux. Au passage, puisqu'on sort les appareils anciens, vous avez ici deux appareils, toujours pareil, ça c'est plutôt 19e siècle, ça a servi à des travaux pratiques au début du 20e siècle, qui était ce que les gens utilisaient comme appareil pour étudier les cristaux en lumière polarisée. Et vous voyez, le microscope, la lumière était polarisée par des miroirs. Les sources lumineuses, c'était essentiellement le soleil, ou des lanternes, ou des arcs électriques. Et on polarisait avec des miroirs, et puis après on observait en mettant ici le cristal. Dernière étape, pour arriver à ce qui se passe actuellement, toujours la lumière, mais le phénomène de diffraction lumineuse. Alors là, je renonce à vous le montrer avec de la lumière ordinaire, parce que c'est vraiment trop compliqué, et on va utiliser un laser, c'est moins poétique peut-être, mais ça marche mieux. Le phénomène de diffraction, c'est un phénomène qui va se produire à chaque fois que vous allez avoir un obstacle ou un trou de la taille de la longueur d'onde de la lumière. Alors si vous êtes en visible, les longueurs d'onde, c'est de l'ordre du micromètre. Donc il faut un obstacle ou un trou de l'ordre du micromètre. Micromètre, pour vous donner une idée, c'est un cheveu. Et on va avoir la même figure qu'il y ait un obstacle ou qu'il y ait l'absence de matière. Donc là, on a le laser qui est ici. Ici, j'ai des fentes de largeur variable que je vais essayer de caser dans la... Vous devez voir l'image horizontale là. Alors comme c'est trop, il y a beaucoup trop de lumière, hein. Vous voyez, il y a une grosse tache ici, puis il y a des petites taches latérales, hein, comme représentées comme ça. Donc si on a une fente verticale, on a une tache qui s'étale horizontalement. Si on a une fente horizontale, on aura au contraire une tache qui s'étalera verticalement. Si on met quelque chose du type grillage, on va avoir quelque chose à deux dimensions. Alors type grillage, c'est tout simplement un morceau de gaz. Un morceau de gaz, et là on a un quadrillage. Alors le quadrillage n'est pas très net parce que la gaze, ça n'a pas été calibré. Mais si on met des objets bien calibrés, c'est beaucoup plus joli. Ce sont des tamis. On a deux tailles de tamis là. Je ne sais plus quel est le plus beau, quel est le plus petit. Voilà, vous voyez là, c'est des tamis calibrés de dimensions connues, donc la figure est beaucoup plus jolie qu'avec ma gaze. Celui-là est un tamis plus large. Voilà, vous voyez. Si je superpose les deux tamis, j'ai une figure bien plus complexe, qui tient compte du fait que j'ai deux quadrillages et vous voyez les trous n'ont pas tous la même luminosité. Et ça c'est ce qui va être utilisé ensuite par toutes les cristallographes actuellement avec des rayons X. Alors moi j'ai pas de rayons X à ma disposition, mais c'est exactement le même principe. Et puis on a donc mise en évidence du phénomène, c'est Max von Laue, la loi de Bragg, qui permet aux gens, à partir de ces réseaux, de reconstituer d'une part la distance entre les plans atomiques et ensuite la position des atomes. Alors évidemment avec un certain nombre d'outils mathématiques. Alors ici, ça c'est la diffraction par un réseau, donc ça ressemble à peu près à ce que je vous ai montré. Et ça, j'ai trouvé ça en ligne, c'est une protéine qui s'appelle Viral 3CL protéine. Je ne sais pas, je la connais pas, hein, j'ai juste trouvé l'image. Donc vous voyez, il y a toujours eu relation cristallographie
physique. Et actuellement, les gens utilisent tous des rayons X, évidemment. Il y a les appareils. Il y a les appareils là-bas, oui, dans la vitrine, là, celle du fond. Vous avez, avec quand même toujours un dispositif goniomètre, c'est-à-dire un dispositif pour pouvoir orienter le cristal dans toutes les directions. Sauf que si vous regardez là-bas, vous avez un tout petit cristal de sulfate de cuivre, bleu toujours. Alors, dernière chose quand même, on va mettre ça en marche. Ça marche parce que Pas longtemps alors. pas longtemps. Juste, alors on met tout en place. Ce qu'il est papillon. Alors là, sur une petite lame de verre, il y a eu collé des morceaux de calcite bien taillés de façon à être pas orientés de la même façon pour les ailes du papillon ou enfin celle du haut et celle du bas. C'est la même chose que ce qu'on a là sur les cristaux. Mais ça a été choisi de façon à avoir une belle figure.